Donc, on va enchaîner avec la dernière présentation de la matinée. Donc, on va laisser la parole à nos collègues de l'équipe mobile de MPR qui interviennent donc notamment en EHPAD, qui vont nous expliquer un petit peu et leur rôle et puis le retour d'expérience, parce que ça fait maintenant quelques mois, ça doit faire 2 ans que ça a été initié. Donc voilà, elles vont vous présenter leur activité, voir aussi pour ceux d'entre vous qui travaillent en EHPAD que ça peut être un recours possible et non négligeable, vous allez le voir, dans le cadre de la prise en soin de nos résidents. Oui, merci beaucoup et merci de nous permettre de faire un petit retour d'expérience sur l'activité de l'équipe mobile de rééducation en EHPAD. Alors, je suis le docteur Isabelle Auré, je suis médecin en médecine physique et réadaptation et j'interviens sur l'équipe mobile depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Ce qui m'a permis de découvrir un petit peu le monde de l'EHPAD, puisqu'auparavant, j'intervenais très peu auprès de personnes âgées. Et j'interviens généralement accompagnée, soit de professionnels qui sont présents sur la structure, soit le plus souvent de ma collègue ergothérapeute qui du coup participe avec moi à cette intervention. Donc du coup, l'équipe elle est composée donc du docteur, d'un temps ergo, d'une assistante sociale aussi à mi-temps qui intervient peu pour le coup en EHPAD et d'une secrétaire qui fait beaucoup du coup de coordination pour organiser l'ensemble sous les directives donc de Monsieur Couder, notre chef de service, et Madame Plan-Paquet, la cadre de santé. L'équipe elle a été montée du coup il y a 2 ans. Suite à un appel à projet qui avait été lancé par l'ARS et ça fait 2 ans que ça se développe de plus en plus et où il y a de plus en plus d'activités. Donc on intervient au domicile des patients, que ce soit les différents lieux de vie possibles, donc femmes, MAS, EHPAD, voilà, et dans tout le département du Puy-de-Dôme. Alors, les personnes qu'on prend en charge sont les personnes qui présentent un handicap au sens large. Donc ça peut être en lien avec des pathologies assez variées. Il se trouve qu'on prend en charge beaucoup de patients avec des pathologies neurologiques. C'est pas forcément un choix, mais c'est parce que ce sont ces patients-là qu'on nous adresse pour les prises en charge. On prend aussi en charge évidemment des patients qui ont un handicap en lien avec des pathologies de l'appareil locomoteur, mais toutes les pathologies qui génèrent un handicap peuvent justifier notre intervention. L'objectif, c'est bien sûr de favoriser l'autonomie du patient sur son lieu de vie. Alors notre activité, donc ça c'est l'activité globale de l'équipe mobile de rééducation sur l'année 2020. Donc vous voyez que la prise en charge de patients présentant des pathologies neurologiques est la plus importante. Et sur les lieux d'intervention, on intervient majoritairement au domicile du patient. Les interventions en EHPAD restent quand même plus minoritaires. Sur notre activité en 2020, donc on a eu 16 interventions en EHPAD. On est sollicité soit par les médecins coordinateurs des EHPAD, soit par les professionnels qui interviennent sur place, le plus souvent les ergothérapeutes ou les kinésithérapeutes, ou les infirmières coordinatrices aussi. Les motifs d'intervention, on intervient généralement sur 2 problématiques. Les positionnements, que ce soit des positionnements au lit ou au fauteuil, ou pour des aides à la mobilité, notamment des prescriptions de fauteuils roulants électriques. Donc sur l'intervention, comme je vous disais tout à l'heure, on intervient le plus souvent en binôme, médecin et ergothérapeute, mais j'interviens parfois seule quand il y a déjà un ergothérapeute dans la structure. Alors on va vous faire quelques exemples en fait d'interventions qui permettent d'avoir un petit peu un retour un petit peu plus pratique sur ce qu'on peut apporter lors de ces interventions en EHPAD.
Donc, d'après ce que vous a dit donc le docteur Auré, on intervient pour la mise en place de fauteuils roulants électriques pour favoriser donc et maintenir l'indépendance des résidents dans l'établissement. C'est une problématique qui se pose assez fréquemment, dans le sens où les établissements sont assez longs. Quand il faut se rendre sur l'espace de vie pour l'activité et retourner dans sa chambre pour se reposer ou pour prendre le moment des repas. C'est difficile pour eux quand ils sont en manuel ou même des fois de se déplacer avec un déambulateur seul. Et donc, on arrive à une diminution aussi de leur participation sociale dans l'activité globale de l'établissement. Donc, c'est des outils qui permettent vraiment de leur permettre de rester indépendants et de se maintenir dans certaines activités qui leur sont proches. Notamment dans une vidéo, c'était une dame qui avait retrouvé l'accès en fait à tous ces produits esthétiques et qui du coup était très contente de pouvoir reprendre cette activité-là qu'elle ne pouvait plus faire pour accéder à des produits esthétiques. Il y en a, c'est peut-être plus pour aller sur l'extérieur, voilà, ça dépend. Donc c'est indiqué quand il y a une perte progressive de la marche rendant les déplacements dans les établissements compliqués, donc de la marche ou on va dire du moyen de déplacement possible. Comme je vous le disais, ça peut être aussi un fauteuil roulant manuel qui peut être très difficile à propulser. Et ensuite, donc, le rôle de l'équipe mobile va varier. Donc, s'il y a déjà un ergothérapeute dans l'établissement, c'est l'ergothérapeute qui va accompagner tous les essais, la définition du cahier des charges, et va se mettre en lien avec le prestataire pour réaliser les essais. Et donc, le docteur Auré rencontrera la personne au moment de la validation. Quand il n'y a pas d'ergothérapeute, du coup, c'est moi qui fais ce travail-là en collaboration avec les équipes de l'établissement. On reviendra un petit peu après sur les difficultés parfois rencontrées pour effectuer ces travaux à distance. Alors sur la deuxième indication sur laquelle on intervient sont les installations au fauteuil. Donc là, vous avez l'exemple d'une petite dame que j'avais rencontrée dans une EHPAD à Lezoux qui avait une arthrodèse de hanche depuis fort longtemps. Et le problème, c'est qu'au moment où elle a commencé à perdre la marche, il a fallu l'installer dans un fauteuil. Avec des difficultés puisque évidemment dans un fauteuil standard elle se retrouvait semi-couchée et donc c'était pas du tout confortable, même dangereux parce qu'il y avait un risque de chute. La difficulté pour cette dame, c'est qu'elle avait toujours une propulsion podale dans son fauteuil et qu'on voulait absolument maintenir cette autonomie-là. Et donc, on a fait appel à un orthoprothésiste pour réaliser une assise moulée sur mesure afin de pouvoir l'installer correctement dans le fauteuil et de conserver la propulsion podale. Ce qui a permis à la fois de répondre à l'objectif de confort dans l'installation, de sécurité, mais aussi de garder l'objectif d'autonomie de déplacement. Ensuite, c'était une intervention assez originale pour le coup à l'EHPAD de Montaigu. C'était une dame donc, qui présentait un méningocèle au niveau du dos et avec du coup un appui qui était insupportable pour elle, que ce soit dans son fauteuil de chambre ou dans l'espace de vie au moment des repas notamment. Donc on s'est un petit peu creusé la tête en se demandant ce qu'on allait pouvoir mettre en place. Donc vous voyez sur la photo de droite que l'ergothérapeute avait déjà réalisé quelque chose pour venir, on va dire, en appui et soulager donc le méningocèle pour pas que ça appuie, donc venir faire l'appui autour. Toutefois, c'était pas suffisant et c'était seulement dans sa chambre. Donc c'était une dame qui avait l'habitude d'aller aux activités et qui n'y allait plus du tout. Donc, on a fait appel à un orthoprothésiste pour réaliser un corset sur mesure que vous pouvez voir là. Donc, du coup, ça venait en fait protéger son méningocèle et créer une zone d'appui autour, ce qui lui permettait, donc on voit sur la chaise à droite, c'est la chaise de son lieu de vie, de ne pas venir appuyer et du coup d'être moins douloureuse. Donc, ce qui lui a permis de reprendre les activités aussi organisées par les animateurs, enfin la vie de l'établissement, et de ne plus être isolée quand on est à son fauteuil de chambre, alors qu'elle elle était capable de se déplacer très facilement, cette dame. Alors bien sûr, pour cette dame, elle avait été prise en charge auparavant par les neurochirurgiens qui avaient réalisé des ponctions, mais malheureusement le méningocèle revenait régulièrement et donc ils n'avaient plus rien à proposer au niveau de la prise en charge chirurgicale.
Alors, ce patient, je l'ai rencontré à l'USLD d'Ambert, où j'ai travaillé en collaboration donc, avec la kinésithérapeute et l'ergothérapeute qui interviennent sur l'hôpital d'Ambert. La problématique, c'était un monsieur qui avait donc quand même pas mal d'antécédents. Il avait des séquelles de traumatisme crânien avec une dérivation ventriculo-péritonéale. Il avait bénéficié d'une arthrodèse du rachis cervical. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, mais en gros, il était fixé en flexion cervicale. Avec aucune amplitude possible, et il avait une spondylarthrite ankylosante. Il a présenté une rétraction des membres inférieurs d'évolution rapide sur 3 semaines. Visiblement, les bilans étiologiques n'ont pas permis d'expliquer la cause de cette rétraction. Et la demande en fait des thérapeutes, c'était de pouvoir le faire sortir de sa chambre, puisque bien sûr, il était impossible d'installer ce patient au fauteuil. Donc, on a commencé par faire des injections de toxines botuliques au niveau des muscles ischio-jambiers, associées bien sûr à des séances de kinésithérapie. Alors, je ne saurais pas vous dire la fréquence, mais c'était au moins 3 fois par semaine, ainsi que des postures avec des mousses donc sous les jambes, avec une augmentation progressive de l'épaisseur de ces mousses pour pouvoir arriver à gagner en amplitude au niveau des genoux. Parce que les injections de toxines botuliques seules ne servent à rien si on n'a pas derrière des mobilisations, des postures qui permettent de gagner en amplitude. On a ensuite fait intervenir à nouveau un orthoprothésiste pour mettre en place une installation sur mesure. Alors, je suis désolée, sur les photos, on ne voit pas très bien. On aurait mieux vu sur une vidéo que je n'ai pas pu obtenir. Mais en fait, l'idée, c'était de faire un espèce de matelas sur roue qu'on puisse incliner afin de pouvoir déplacer le patient à l'extérieur. Et finalement, en fait, le patient a réussi lui-même à propulser ce dispositif, ce qui lui permet de se déplacer de façon autonome dans l'établissement. Donc là, on est vraiment satisfait puisqu'on est arrivé à l'objectif qui était demandé. Le patient était évidemment très satisfait de pouvoir à nouveau sortir de sa chambre. Et alors avec Ambert, ce qu'on a fait beaucoup aussi, c'est donc c'est un patient qu'on a quand même suivi de façon un peu itérative, puisque les injections de toxines botuliques, je les ai fait 2 fois à 4 mois d'intervalle, qu'on a suivi un petit peu l'évolution avec la kinésithérapeute. Et donc on a pu organiser des retours par mail sur les amplitudes, mais surtout un retour en visio. Puisque du coup, pour travailler en collaboration avec l'équipe d'Ambert, j'avais besoin quand même de pouvoir voir un petit peu le patient, mais c'était compliqué de pouvoir faire des allers-retours régulièrement sur Ambert, qui est un petit peu éloigné. Donc, grâce à la visio, j'ai pu avoir un retour assez précis sur l'installation qui était faite, les essais, et on a pu travailler en collaboration comme ça à distance. Ensuite, alors ça c'est une intervention un petit peu plus simple mais assez fréquente. Donc c'était à l'EHPAD de Saint-Ours où voilà, vous pouvez voir, c'est une dame hémiplégique où l'équipe présentait des difficultés à installer le côté plégique sur le fauteuil et donc venait attacher la patiente avec un effondrement aussi du tronc. Donc on a réalisé en travaillant avec des orthoprothésistes, un corset-siège complet où on vient du coup maintenir davantage le membre inférieur gauche et on vient aussi installer le membre supérieur gauche dans une position que la personne a l'habitude d'avoir. Le bras le long d'elle, souvent les membres hémiplégiques sont le long et non, même nous on a les bras en général plus vers l'intérieur que mis sur les accoudoirs bien droits. Donc voilà, on a essayé de travailler ça, sachant que voilà, avec les orthoprothésistes, on peut vraiment être assez exigeant aussi dans ce qu'on peut leur demander pour aussi parvenir à telle ou telle fonction avec le matériel réalisé. Alors là, il s'agit d'une patiente que j'ai rencontrée à l'EHPAD de Vitte-le-Comte en collaboration avec l'ergothérapeute de la vie qui intervient sur cet établissement.
C'était une dame qui, dans les suites d'une chute, était restée pendant 3 ans à son domicile, prostrée au fauteuil, et qui, dans les suites, avait développé une rétraction des membres inférieurs en flexion. Donc, je suis désolée, j'ai pas l'image, j'ai pas pris la photo la première fois que je suis allée la voir, et j'aurais dû, parce qu'elle était vraiment, donc elle était assise sur son fauteuil et elle avait les pieds posés sur les repose-jambes en fait. Bien sûr, une installation qui n'était pas du tout confortable pour elle et qui risquait d'aggraver les rétractions aussi. Donc, elle aussi, je l'ai pris en charge pour des injections de toxines botuliques au niveau des ischio-jambiers. Elle a bénéficié de séances de kinésithérapie à l'EHPAD pour étirer, gagner progressivement en amplitude. Et elle a été installée au fauteuil avec un corset-siège réalisé par un orthoprothésiste. Donc là, c'est les dernières photos que m'a envoyées l'ergothérapeute. L'installation n'est pas tout à fait terminée puisque les palettes sont en fait trop basses par rapport aux pieds et donc on va ajouter un segment pédieux en dessous du segment jambier pour terminer l'installation. Voilà. Mais elle est évidemment satisfaite, elle est installée confortablement. Et là, on a rempli les objectifs. Alors, je vais juste rebondir parce qu'on vous a parlé beaucoup d'orthoprothésistes. On ne travaille pas qu'avec des orthoprothésistes. On peut aussi tout simplement passer par un revendeur de matériel médical et proposer aussi des positionnements tout à fait satisfaisants dans certaines situations aussi. Mais en fait, il y a une problématique majeure dans nos interventions, notamment en EHPAD, c'est les financements possibles par l'établissement. C'est-à-dire que tout ce qui va être sur mesure, donc fauteuil roulant électrique ou corset siège, va y avoir un remboursement intégral sécurité sociale. Mais quand on est sur un fauteuil roulant manuel avec une assise modulaire évolutive, ça rentre souvent, on va dire, dans le budget de l'établissement. Tout dépend le fonctionnement de l'établissement aussi. Il y a plusieurs types de dotations, mais dans la majeure partie des cas, ça rentre dans le budget de l'établissement. Donc, dans ces cas-là, c'est à l'établissement d'accepter ou non d'acheter le matériel qui peut être attribué à ce moment-là à un résident et qui sera peut-être réattribué par la suite. En général, c'est quand même du matériel qu'on peut réattribuer assez facilement. Surtout qu'il y a des fauteuils maintenant où on peut régler pas mal de choses, donc qui permettent de toucher un plus grand nombre de personnes. Donc c'est un peu la difficulté parfois rencontrée pour arriver un petit peu à faire avancer les choses. Ensuite, on a vraiment besoin de travailler avec les équipes, d'où ma difficulté parfois donc sur les essais, parce que je suis pas sur place et que j'ai besoin des retours des équipes qui sont auprès des résidents tout le temps, qui font les transferts, qui sont dans les activités quotidiennes. Moi, j'interviens très rapidement, on va dire, voire très ponctuellement. Et sans leur retour, je ne peux pas améliorer ou ajuster le matériel que j'ai pu préconiser la première fois. Donc c'est des fois très difficile en fait parce que le revendeur m'appelle en me disant j'ai récupéré le matériel, ça allait pas. Donc ça faisait peut-être 15 jours que le matériel était à l'essai, on ne sait pas pourquoi ça va pas, on a récupéré le matériel et donc l'essai, on repart à zéro ou alors il faut réajuster mais on ne sait pas ce qu'il faut réajuster. Donc d'où l'importance vraiment que l'équipe soit d'accord aussi avec notre venue, qu'ils y voient un intérêt pour qu'on puisse collaborer parce que nous, tout seul, on ne fait rien de bien et on a vraiment besoin de l'ensemble des personnes sur place. Et notamment aussi dans l'utilisation parfois du matériel ou des coussins qui vont avoir une décharge ischiotique suite à des problèmes cutanés, qui vont être mis dans un sens ou dans un autre, mais qui ne sera pas le même sens. Donc, besoin aussi là d'avoir des interlocuteurs et des personnes qui puissent transmettre les messages pour qu'on arrive à quelque chose d'assez positif pour le résident. Alors, il y a quand même pas mal d'établissements où on arrive à travailler assez facilement avec des équipes soignantes qui sont très impliquées auprès des patients et qui arrivent à nous détacher un petit peu de temps lors de notre venue, que ce soit les infirmières ou surtout, souvent, c'est les aides-soignantes en fait qui nous donnent les informations les plus pertinentes sur ce qui gêne quand elles font le nursing, voilà. Et des fois, on partirait sur une idée qui n'est pas forcément la bonne parce que ça ne sera pas du tout adapté à la gêne
l'antenne qu'elles ont. Enfin voilà, on a vraiment besoin, quand on intervient, qu'elles soient là et qu'elles puissent nous faire des retours. Et c'est ce qui s'est passé en fait à l'EHPAD de Romagna, où on avait donc il y avait un problème d'installation au lit pour ce patient qui avait un flessum de genou, et on avait mis en place une installation qui n'était pas celle-là. C'était une mousse qui avait été faite par l'orthoprothésiste, une mousse d'essai. Nous, on trouvait qu'elle convenait très bien, on était très contents de nous. Et en fait, les aides-soignants l'utilisaient pas du tout et on n'a pas compris. Donc, on y est retourné avec l'ergothérapeute de la structure, et on a fait venir les aides-soignants lors de ce rendez-vous pour nous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que l'installation qu'on avait commencé à mettre en place nécessitait l'intervention de 2 personnes, une pour soulever les membres inférieurs du patient et une pour mettre en place l'orthèse. Et en fait, elles intervenaient quasiment jamais en binôme. Les aides-soignantes intervenaient seules auprès du patient. Et donc, du coup, elles ne pouvaient pas mettre en place cette installation. Du coup, on a dédoublé le dispositif et on a mis en place l'installation que vous voyez sur la photo, qui convient tout à fait et qui est maintenant utilisée. Une autre difficulté que je rencontre beaucoup, n'étant pour ma part du coup pas spécialiste des personnes âgées, et c'est là que ça sera intéressant d'avoir votre tour et de discuter peut-être de cette problématique-là, parce que je pense que vous y êtes très habitués et je le suis pas. C'est la problématique de la durée de vie. En fait, on est parfois sollicité pour des patients qui ont une pathologie évolutive. On va mettre en place, si nécessaire, du matériel sur mesure, qui est quand même du matériel assez coûteux. Et on se demande du coup, est-ce que ça vaut le coup en fonction de la durée de vie du patient. D'un autre côté, on ne peut pas tellement refuser aux gens d'être installés correctement et de limiter leur douleur. Mais je voulais donc vous donner ces exemples. Le premier patient, donc c'est un patient qu'on a vu à l'EHPAD de Blanza, qui nous avait été présenté comme un patient parkinsonien avec des difficultés d'installation au fauteuil. Et au départ, donc on était parti pour faire une installation sur mesure avec un orthoprothésiste. Et en fait, alors c'est là où c'est des fois précieux d'avoir le dossier du CHU, c'est qu'en rentrant, on est allé regarder un petit peu plus près la pathologie de ce patient. En fait, il se trouve que c'est une atrophie multisystématisée avec une évolution extrêmement rapide. Il avait perdu la marche très peu de temps avant qu'on le voit. Et en fait, on s'est dit que si on faisait une installation sur mesure, il allait quasiment pas l'utiliser puisqu'il risquait de devenir très rapidement grabataire et de rester au lit. Donc, du coup, on est parti sur une installation plus simple qui a permis quand même de gagner en confort, mais sans passer par du sur-mesure. L'autre dame, c'est une patiente qui était à l'EHPAD d'Issoire, qui avait des difficultés d'installation au fauteuil. Elle était installée dans un fauteuil coquille en position fétale, à moitié tournée sur le côté. Bon, visiblement, elle n'était pas confortable, bien sûr. Elle présentait une démence et elle avait 93 ans. Donc on a mis en place, on a voulu mettre en place un corset siège. La photo que vous voyez, c'est les essais qui ont été faits sur la mousse provisoire. Et en fait, elle est décédée 3 jours après la livraison de l'installation. Donc là, on se dit qu'on n'a pas été bon, qu'on n'a pas pu anticiper ça. D'un autre côté, savoir quelle est la durée de vie des patients, c'est des fois un peu compliqué. On intervient dans des EHPAD où on n'a pas forcément toujours les bonnes informations. Déjà, pour avoir les diagnostics et les antécédents des patients, c'est des fois un peu compliqué. Voilà, donc là, c'est une difficulté importante. On a eu un peu la même problématique dans une EHPAD à Chamalières très récemment, où on avait des difficultés d'installation pour une dame qui présentait une démence d'Alzheimer. Qui nous avait été adressé par le médecin coordinateur de l'EHPAD. Donc on l'a vu, on s'est questionné justement sur la problématique de la durée de vie, et donc j'ai rappelé le médecin de l'EHPAD en lui posant un petit peu cette question de savoir si ça, entre guillemets, ça valait le coup d'aller mettre en place une installation sur mesure pour cette patiente en fonction de ce qu'il avait vu lui de l'évolution de sa pathologie. Et en fait,
il était un petit peu embêté en me disant que ça faisait déjà quelques temps qu'ils essayaient de faire des choses un petit peu, avec les matériels du bord pour cette dame et qu'en fait personne n'était satisfait au sein de l'équipe puisqu'elle était toujours mal installée et qu'au niveau de la durée de vie, il n'en savait rien du tout et qu'aussi bien elle pouvait vivre encore assez longtemps. Donc finalement, on a préconisé un corset siège. L'orthoprothésiste est venu faire prendre les mesures. Et elle est décédée 2 jours avant la livraison du matériel. Voilà, donc je ne sais pas si vous aurez un petit peu des retours, vous qui avez plus d'expérience sur les personnes âgées et sur les patients en EHPAD, mais ça sera intéressant de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Donc après, pour nous solliciter, il y a une fiche de demande d'intervention qui peut être envoyée par mail ou n'importe comme vous souhaitez. Et en fait, c'est très important pour nous, par contre, qu'elle soit assez détaillée dans la partie exposée de la situation, de manière à ce que disait un petit peu le docteur Auré. Des fois, on y va et on a des difficultés à avoir certains éléments. Donc, au plus on détaille la situation, au plus c'est facile pour nous d'intervenir et de savoir aussi qui est-ce qu'il faut qu'on fasse intervenir en première intention pour essayer aussi de gagner du temps dans l'accompagnement de la personne. Et donc dans cette feuille, vous nous demandez sur quoi vous souhaitez qu'on intervienne, du positionnement ou autre. Oui, seuls les professionnels médicaux ou paramédicaux peuvent remplir cette fiche de demande et il faut avoir le consentement de la personne dans la mesure du possible. Bien sûr, quand il y a des démences, c'est parfois pas possible d'avoir l'adhésion de la personne, mais dans ces cas-là, on fait remplir quand même une feuille, de toute façon, de consentement, donc par le représentant de la personne si besoin, pour nous autoriser à intervenir et à nous mettre en lien, notamment avec les personnes pouvant nous donner des informations qu'on ne posséderait pas. Voilà, les contacts. Et on a amené des plaquettes, je ne sais pas, qu'on pourra laisser si éventuellement des personnes sont intéressées, où vous trouverez du coup l'adresse mail à laquelle vous pouvez demander la fiche de demande d'intervention et après la renvoyer au secrétariat de l'équipe mobile pour qu'on étudie les demandes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, ou voilà, n'hésitez pas. Pour le coup, j'en ai plusieurs. Merci beaucoup parce que personnellement, moi, je ne connaissais pas du tout votre intervention et je suis très contente de la découvrir. J'ai une première question. Du coup, on vous envoie un mail sur cette adresse. On ne la trouve pas sur le site du CHU, votre demande. On peut la trouver aussi dessus. La fiche de demande d'intervention, non. Le mail du CHU, oui. Mais la secrétaire, du coup, vous la renvoie par retour de mail et puis. D'accord. Et votre secteur, du coup, d'intervention est assez large, si j'ai bien compris. Sur tout le Puy-de-Dôme. Tout le Puy-de-Dôme. Ok. Et après, c'est plus une question un peu médicale sur les rétractations, parce que j'avoue que j'avais un peu tendance à penser que c'était inéluctable et qu'on ne pouvait pas faire grand-chose dessus. Et est-ce que vous pouvez juste, rapidement, nous redire un petit peu dans quel cas la toxine botulique, elle peut être indiquée? Moi, je pensais que quand ils étaient rétractés depuis déjà très longtemps, on n'avait pas forcément de bénéfices. Et visiblement, vous arrivez quand même en associant avec la kiné. Oui, parce qu'en fait, alors effectivement, là où c'est les amplitudes où c'est rétracté, le tendon est raccourci, on ne fera pas de miracle avec les injections de toxines. Si on veut faire quelque chose, il faut passer par une chirurgie d'allongement. Mais chez ces patients, souvent, ils sont dans une position où on arrive quand même à gagner quelques degrés encore. Et c'est ces degrés-là, en fait, qu'on va pouvoir gagner avec la toxine botulique et les interventions du kiné. Et bon, ça paraît pas grand-chose, hein, on va pas gagner 40 degrés non plus, mais ça peut permettre d'installer simplement le patient de façon plus facile et surtout d'éviter que ça s'aggrave. Parce qu'une fois qu'ils ont les talons sous les fesses, là, pour le coup, pour l'installer et pour les soins de nursing, tout ça, ça devient très compliqué. Et ça, pour le coup, pardon. Et des fois, il ne faut pas du coup hésiter aussi à nous solliciter, solliciter le docteur là, mais à nous solliciter assez tôt. Des fois, c'est vrai qu'on est sollicité quand on ne sait plus quoi faire. Des fois, c'est un petit peu tard, alors que on pourrait peut-être agir plus précocement dans l'accompagnement aussi. Il y a des contre-indications, à part peut-être des anticoagulants, des choses comme ça? Pour les injections de toxines, ouais. Les contre-indications sont les anticoagulants avec un INR supérieur à 3. Donc avec les nouveaux anticoagulants, on était un petit peu embêtés. Au départ, on les faisait pas. Puis de plus en plus, en fait, on les fait en pesant quand même bien le rapport bénéfice-risque.
Quand il y a une infection, une lésion au niveau du point qu'on veut injecter, mais enfin bon, on arrive toujours à passer un petit peu à côté. Quand il y a une phlébite, on n'injecte pas au niveau des membres inférieurs. Et puis après, les pathologies, la myasthénie, voilà, mais il y a quand même assez peu de contre-indications. Ok, merci beaucoup. Il y avait une question en distanciel sur la prise en charge. Alors, je pense que vous en avez déjà un peu parlé, du matériel spécifique type corset, fauteuil roulant électrique en EHPAD. Alors, les corsets sièges et les fauteuils roulants électriques, il y a des prises en charge intégrales vu qu'on est sur du sur-mesure en fait pour la personne. Donc, du coup, il y a des fauteuils forcément qui sont, notamment dans les fauteuils roulants électriques, où vous allez avoir des dépassements assez conséquents, mais il y a aussi des fauteuils qui sont à la base du remboursement sécurité sociale et qui, du coup, permettent l'acquisition du matériel sans dépassement, ni pour le résident, ni pour la structure. Et quand on est encore dans les questions d'argent, une question sur la gratuité de vos interventions. Alors, l'équipe mobile de rééducation a été créée, enfin comme toutes les équipes en fait sur la région, à la demande de l'ARS. Donc, on a un financement global par l'ARS qui comprend l'intégralité de nos interventions, donc elles ne sont pas facturées. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est le même mode de fonctionnement que les équipes mobiles de gériatrie. Donc vous pouvez les solliciter de la même façon, ça ne vous coûtera rien, si ce n'est que éventuellement leur payer un petit café quand elles arrivent sur la structure, ça fait plaisir. Surtout l'hiver à Ambert, il fait un petit peu froid. Mais voilà, il n'y a pas d'autre. C'est effectivement un financement qui est régional. Avant peut-être que d'autres questions ne viennent par rapport à votre question et notamment sur cette évaluation et l'espérance de vie des patients, on retombe, alors je pense que nous effectivement on a l'habitude, mais dans cette évaluation gériatrique standardisée et qui peut être un peu plus poussée dans ce cadre-là, alors on ne pourra jamais vous dire avec certitude il va vivre tant de temps. Par contre oui, il y a des pathologies, tout ce qui est MSA, effectivement il y a une évolution qui est très rapide. Souvent avec des altérations qui se font en quelques mois. Donc forcément, on est sur des prises en charge qu'il va falloir adapter à ce diagnostic-là. Alors, une des difficultés sur les EHPAD, c'est que sur le Puy-de-Dôme, c'est à peu près entre un tiers, 40% des EHPAD qui n'ont pas de médecin coordonnateur. Oui. Et on n'est pas les plus mal lotis. Sur le reste de l'Auvergne, on est à peu près à 50% sans médecin coordonnateur. Donc on manque de gériatres et vous, du coup, vous allez manquer de références gériatriques. Alors il y a l'équipe, mais qui est bienveillante, qui est dans une démarche qui est beaucoup plus dans le soin quotidien. Donc elle va pouvoir vous aider. Mais l'idéal, ça serait d'avoir l'évaluation gériatrique par un gériatre. Donc le médecin co, vous ne l'aurez pas forcément. Il y a le médecin traitant, bien sûr, qui va pouvoir là aussi donner sa vision. Et après, ça peut être aussi de discuter avec nous au niveau de l'équipe mobile de gériatrie ou du service de court séjour gériatrique aussi. Ça peut être un avis téléphonique pour pouvoir échanger là-dessus. Mais ça ne peut qu'être une décision collégiale. D'accord. Oui, j'avais pas pensé, mais effectivement, peut-être que je ferai au moins par téléphone, je demanderai un avis à l'équipe mobile de gériatrie quand je suis confrontée à ce genre de situation où je sais pas trop quoi penser de la situation du patient. Alors c'est vrai que, enfin, des fois on n'a pas tellement d'éléments médicaux non plus, donc du coup j'imagine que pour vous c'est difficile de répondre si on n'a pas tellement d'éléments. Il y a quand même des patients qui sont hospitalisés un petit peu de temps en temps au CHU, ce qui nous permet d'avoir une réponse peut-être plus précise. Oui, l'avantage aussi, c'est comme on est un petit peu le derrière entre deux chaises, entre le CHU et Rion, mais qu'on couvre à peu près 80% des hospitalisations gériatriques, j'entends. Après, ils peuvent venir d'autres horizons aussi. Il peut y avoir aussi du handicap vieillissant, où là, on n'aura pas forcément, nous, d'informations. Mais oui, ça peut permettre effectivement de récupérer les infos. Mais comme pour tout, on l'a dit pour les médicaments tout à l'heure, on a besoin d'abord de tout ce travail-là de recueil d'infos, de connaître qui on a en face de nous pour pouvoir adapter après la prise en soin le mieux possible.
J'aurais une question aussi, plus en termes de remarques. Je suis assez impressionnée, assez envieuse lorsque vous parlez de séances de kinésithérapie 3 fois par semaine après utilisation de toxines botuliques. Moi, je travaille en EHPAD sur le CHU où on a 4 heures de kiné par semaine sur potentiellement 220 résidents. Donc, où il faut qu'on pèse soigneusement les indications. Est-ce que du coup, comment ça marche dans les autres EHPAD? Est-ce que vous arrivez à dépêcher des kinés de MPR? Est-ce qu'ils recrutent en libéral? Comment vous arrivez à ces résultats-là? En fait, la plupart des établissements font intervenir des kinésithérapeutes libéraux. Alors, je suppose que après les injections, ils mettent un petit peu le paquet pour privilégier peut-être les patients qui ont bénéficié des injections. Là, le patient dont je vous ai parlé sur Ambert, il est en USLD. Donc, la kinésithérapeute, elle intervient sur plusieurs services de l'USLD. Et je pense qu'effectivement, elle a peut-être priorisé ce patient-là pour pouvoir faire des mobilisations plus fréquentes après les injections. Mais vous n'êtes pas la seule dans ces difficultés. Ça nous est arrivé dans d'autres établissements où en effet il y avait eu des toxines de fait et on n'a pas réussi à avoir assez de kiné aussi non plus par la suite. Oui, j'avais à la fois un commentaire et une question. Le commentaire, tout à l'heure vous avez parlé d'un exemple d'échec d'orthèse parce que l'aide-soignante n'avait pas le temps d'appeler une collègue pour tenir les jambes de la patiente. Moi, ça m'a fait un peu bondir. Je ne vais pas dire ce que je pense parce que je pourrais être grossier. Parce que là, voilà, je pense qu'il y a parfois une mauvaise volonté de l'équipe en place. Ma question, c'était concernant les fauteuils électriques. Je trouve qu'il y a une sous-utilisation des fauteuils électriques en EHPAD. Souvent, on renonce parce qu'on dit qu'ils sont âgés, ça coûte cher, c'est lourd, etc. Quelle solution on peut avoir? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une filière de fauteuils électriques recyclés? Parce que de temps en temps, on a la chance de récupérer un vieux fauteuil d'une ancienne patiente qui est décédée. Et c'est vrai que ça... je pense qu'il y a beaucoup de patients qui pourraient sortir, gagner un petit peu en liberté. Et parce qu'ils n'ont pas la force de déplacer leur fauteuil roulant, voilà, ils tournent sur 2 mètres carrés. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Oui, alors à part les patients qui bien sûr présentent des contre-indications et avec les troubles cognitifs, il y en a quand même quelques-uns. Mais je crois qu'on prescrit de plus en plus de fauteuils roulants électriques en EHPAD, ce qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. Et alors après, peut-être que ces prescriptions de fauteuils, une fois que le patient est décédé, vont rester, le matériel va rester sur l'EHPAD et qui sera réattribué s'il est encore en état de fonctionner. Mais c'est vraiment une vraie question parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup d'équipes dans les établissements qui se posent même pas la question de pouvoir faciliter la mobilité du patient et de pouvoir le faire accéder à un fauteuil roulant électrique. Des fois même, ça nous est arrivé, nous, d'être sollicités pour autre chose et de poser la question, mais du coup, est-ce que ce patient-là, il relèverait pas d'un fauteuil roulant électrique? Des fois, on avait été sollicité pour un positionnement. Le positionnement fait qu'on va installer la patiente différemment, que du coup, elle peut perdre la propulsion pendale. Et dans ce cas-là, on passe sur un fauteuil roulant électrique. Et en fait, la dame qui circulait uniquement un petit peu dans sa chambre, et finalement, elle arrive à sortir de l'EHPAD, elle accède aux activités et elle était très contente, quoi. Autre chose à rajouter. Oui, juste par rapport à la réattribution des fauteuils roulants électriques, donc il y a une évaluation qui est faite MPR, donc par le docteur et l'ergo de la structure ou un autre ergothérapeute. Les fauteuils roulants électriques sont attribués pour une personne, donc quand les personnes décèdent, qu'il y a une réattribution, c'est quelque chose de plutôt bien, mais par contre, elle est censée, la personne qui récupère le fauteuil, repasser devant le médecin MPR et vérifier que le fauteuil attribué déjà correspond et surtout qu'il n'y a pas de troubles cognitifs contre-indiquant l'utilisation du fauteuil roulant électrique. Mais c'est une question qu'on a de manière assez large, une réflexion qu'on a assez large parce que au-delà du grand âge, on a quand même, on est confronté à des pathologies neurodégénératives où les gens ont une espérance de vie assez limitée
et pourtant ils auraient besoin de pouvoir se déplacer de façon autonome pendant ces quelques années. Du coup, on est un petit peu embêté parce que ça justifie l'attribution d'un matériel mais qui ne va pas être utilisé longtemps. Donc la réflexion, c'est de pouvoir essayer d'augmenter un petit peu les systèmes de prêt de fauteuil, de parc, tout ça, mais c'est pas très simple et on espère que ça aboutira. Pardon, j'aurais une remarque par rapport à la remarque du docteur Ledieu. Au niveau de l'accessibilité, je pense qu'il n'y a pas que l'histoire des fauteuils électriques. Quand on voit des fois les espaces dans lesquels les patients peuvent circuler, quand on voit les portes qui ont des gigottes de partout, c'est des contraintes supplémentaires et des fois l'attribution simple du fauteuil roulant électrique n'est pas forcément non plus la solution. Du coup, on va en rester là pour cette matinée. Merci à vous pour cette présentation. C'est vrai que ça nous aura permis de connaître votre travail. C'était très imagé sur le bénéfice qu'on peut en attendre, parce que là, il y a vraiment un bénéfice réel, alors qui sera peut-être pas très durable dans le temps, mais en tout cas, bénéfice immédiat en termes de confort et en termes de capacité et de possibilités fonctionnelles. Donc ça, c'est important. Donc on va faire la pause méridienne. Donc pour tous ceux en présentiel, vous aurez un petit plateau repas qui va être dans la salle du café. Donc on peut manger ensemble, il n'y a pas de souci. On a tous notre passe sanitaire, donc normalement il n'y aura pas de souci dans les prochains jours non plus. Et on reprend donc à 14h pour la suite de la journée. À tout à l'heure.